Je m'appelle Nathalie Rousseau et j'ai Fortissevenant. Il y a 4 mois, mon père, Bernard, a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé partiellement paralysé et incapable de gérer seul ses affaires. Dans les semaines qui ont suivi, ma famille, c'est-à-dire mon frère Stéphane et ma sœur Isabelle, a organisé un conseil de famille devant le juge des tutelles pour décider de sa mise sous protection juridique et de la gestion de son patrimoine. Je n'ai jamais reçu de convocation. Et dans le procès-verbal de cette réunion, sous la mention réservée à mon nom, il était écrit « Fille aînée, absente, non joignable ». Sauf que j'avais des preuves du contraire. J'avais les copies de 3 lettres recommandées avec accusé de réception que j'avais envoyées à mon frère, proposant chacune des dates différentes où j'étais disponible pour participer à cette réunion. J'avais l'historique de 7 appels téléphoniques passés à Stéphane dans les 3 semaines précédant le conseil, dont 2 avaient duré plus de 10 minutes, ce qui rendait l'idée que je sois non joignable proprement absurde. J'avais des messages, des mails, une trace numérique complète de mes tentatives répétées pour être associée à une décision qui concernait mon propre père. Mais surtout, je savais une chose que ma famille avait peut-être oubliée, ou peut-être n'avait jamais vraiment comprise. Un conseil de famille dans le cadre d'une procédure de tutelle ne se tient pas dans le salon de quelqu'un, autour d'un café, entre proches qui décident entre eux. Il se tient devant le juge des tutelles, ou à tout le moins sous sa supervision formelle, avec un procès-verbal officiel qui est ensuite versé au dossier du tribunal d'instance et archivé. Ce document n'est pas une note manuscrite que l'on peut rédiger a posteriori pour justifier une absence gênante. C'est une pièce judiciaire. J'ai demandé une copie de ce procès-verbal directement auprès du greffe du tribunal. Il ne disait pas « absente », il disait « noir sur blanc », dans les termes exacts utilisés par le juge lui-même. Fille aînée, non convoquée. Coordonnées disponibles au dossier familial. Non convoquée, pas absente. Une nuance qui, en apparence, pourrait sembler minime, mais qui, sur le plan juridique, changeait absolument tout, parce qu'elle rendait potentiellement contestables toutes les décisions prises lors de cette réunion, y compris la désignation du curateur et la répartition des responsabilités concernant le patrimoine de mon père. Je me suis présentée à l'audience suivante, avec ce document dans mon sac. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans cette salle d'audience et comment j'ai découvert que le procès-verbal officiel contredisait entièrement ce que ma famille m'avait fait croire pendant des semaines, laissez-moi vous ramener en arrière, à l'histoire de notre famille, à Bordeaux, où j'ai grandi, et au moment précis où j'ai compris que certaines personnes préfèrent réécrire la réalité plutôt que de l'affronter, honnêtement. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner avant de continuer. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, j'aime toujours savoir qui me lit. Je suis née à Bordeaux en 1977, l'aînée de 3 enfants de Bernard et Monique Rousseau. Mon père a travaillé toute sa vie comme ingénieur dans une entreprise de matériel viticole, une PME solide de la région qui exportait ses équipements dans toute l'Europe, et ma mère, Monique, était institutrice à l'école primaire du quartier des Chartrons, où elle a enseigné pendant plus de 30 ans avant de prendre sa retraite. Stéphane, mon frère, est né 2 ans après moi, et Isabelle, ma sœur cadette, 6 ans après lui, ce qui a créé, dès notre enfance, une dynamique où Stéphane et moi étions plus proches en âge et où Isabelle, beaucoup plus jeune, a toujours occupé une place un peu à part, celle de la petite dernière qu'on protège et qu'on gâte davantage. Ma mère est décédée il y a 12 ans, d'un cancer du sein découvert trop tardivement, et depuis, mon père vivait seul dans la maison familiale du quartier de Codéran. Une maison qu'il avait toujours refusé de quitter, malgré les suggestions répétées de mes frères et sœurs de le voir s'installer dans un appartement plus petit, plus facile à entretenir. Cette maison, avec son jardin que mon père continuait à cultiver malgré son âge avancé, ses 78 ans à l'époque de son AVC, représentait pour lui un attachement presque viscéral, un lien direct avec les décennies de vie qu'il y avait construites avec ma mère. J'ai quitté Bordeaux à 23 ans, après mes études de kinésithérapie,
pour m'installer à Lyon, où j'ai ouvert mon propre cabinet il y a maintenant 18 ans. Cette distance géographique, environ 500 km qui me sépare de Bordeaux, a toujours été, dans la dynamique familiale, présentée comme une sorte de désengagement de ma part, une manière subtile de suggérer que celle qui était partie ne pouvait pas prétendre au même niveau d'implication que ceux qui étaient restés. Stéphane vit toujours à Bordeaux, dans le même quartier que mon père, à peine 10 minutes en voiture, et travaille comme responsable commercial dans une entreprise viticole. Isabelle, elle, vit à Bègle, à une vingtaine de minutes, et travaille comme cadre dans une banque régionale. Cette proximité géographique de Stéphane et Isabelle avec notre père a toujours créé, dans notre famille, une asymétrie qui n'était jamais formellement discutée, mais qui structurait profondément les rapports de pouvoir entre nous. Chaque décision concernant papa, même mineure, semblait naturellement revenir à ceux qui étaient sur place, comme si la distance annulait automatiquement mon droit à être consulté ou informé, alors même que je maintenais un contact téléphonique quasi quotidien avec mon père et que je venais à Bordeaux au moins une fois par mois, parfois davantage, notamment depuis que sa santé commençait à se fragiliser dans les 2 années précédant son AVC. Je me souviens d'un épisode particulièrement révélateur de cette dynamique survenu il y a environ 3 ans, bien avant l'AVC de mon père. Ma mère avait organisé, de son vivant, une tradition familiale de réunion annuelle pour le jour de l'anniversaire de mariage de nos parents, une date symbolique qu'elle tenait à célébrer chaque année même, après le décès de papa, n'ait plus vraiment de sens en tant que célébration conjugale, devenant plutôt une occasion de rassemblement familial en mémoire d'elle. Cette année-là, Stéphane avait décidé, sans même m'en informer à l'avance, de changer la date habituelle de cette réunion pour la faire coïncider avec un événement professionnel qui l'arrangeait davantage, m'obligeant à annuler des rendez-vous professionnels pris de longue date pour pouvoir m'y rendre malgré le préavis très court. Quand je lui avais fait remarquer que ce changement unilatéral de date, sans consultation préalable, était problématique, il m'avait répondu : « C'est plus simple pour tout le monde puisque je suis sur place. J'organise, toi, tu t'adaptes. » Cette phrase « toi, tu t'adaptes » est devenue, avec le recul, une sorte de résumé implicite de la place qui m'était assignée dans les décisions familiales, celle qui suit, qui accepte, qui s'ajuste aux choix pris par ceux qui se considéraient, de fait, comme les véritables décideurs légitimes du fait de leur présence physique constante. Si cette histoire vous touche, si vous avez déjà eu l'impression que la distance géographique était utilisée contre vous pour minimiser votre place dans une décision familiale importante, dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide vraiment plus que vous ne l'imaginez. Les premiers signes de cette dynamique déséquilibrée sont apparus clairement il y a environ 2 ans, quand mon père a commencé à montrer des signes de fatigue plus marqués et quelques problèmes de mémoire légers, que le médecin traitant attribuait au vieillissement normal, mais qui inquiétaient déjà toute la famille. Stéphane avait alors pris l'habitude d'organiser des rendez-vous médicaux, des visites d'aide à domicile, des démarches administratives diverses, sans toujours m'en informer à l'avance, me mettant au courant après coup par un message texte laconique, ou parfois pas du tout, jusqu'à ce que je découvre l'information par mon père lui-même lors d'un appel téléphonique. Je me souviens d'un épisode particulier, il y a environ 18 mois, où j'avais découvert, en parlant avec mon père un dimanche soir, qu'une aide ménagère avait commencé à venir 2 fois par semaine, une décision prise et organisée entièrement par Stéphane et Isabelle, sans que je sois consultée sur le choix du prestataire, le coût, ou même simplement informée que cette démarche était en cours. Quand j'avais appelé Stéphane pour comprendre pourquoi je n'avais pas été mise au courant, il m'avait répondu, avec cette désinvolture qui devenait de plus en plus fréquente dans nos échanges, « On ne voulait pas te déranger pour ça. C'est une petite chose. On gère. » On gère est devenu, au fil des mois suivants, une formule que j'ai entendue de plus en plus souvent, appliquée à des décisions de moins en moins petites. La renégociation de l'assurance habitation de la maison de papa, l'organisation d'un bilan de santé complet chez un gériatre, la décision de faire installer une barre d'appui dans la salle de bain après une chute mineure. Chaque fois, la même réponse.
C'était géré, c'était réglé. Il n'y avait pas besoin de me solliciter parce que je n'étais pas là de toute façon. Cette dynamique, cumulée mois après mois, a créé chez moi un sentiment croissant de marginalisation que j'avais du mal à nommer clairement, parce que chaque incident, pris isolément, semblait trop mineur pour justifier une vraie confrontation avec mon frère et ma sœur. C'est seulement rétrospectivement, en réunissant tous ces épisodes, que j'ai compris qu'il s'agissait d'un schéma cohérent, pas d'une série d'oublis accidentels. Je me souviens de cette matinée avec une précision presque douloureuse, malgré le temps qui a passé depuis. J'étais dans mon cabinet à Lyon, entre deux patients, quand mon téléphone a affiché le nom de Stéphane. Nous ne nous appelions pas si souvent en dehors des grandes occasions ou des questions pratiques concernant papa. Donc j'ai su, avant même de décrocher, qu'il se passait quelque chose de grave. L'AVC de mon père est survenu un mardi matin, il y a 4 mois, pendant qu'il jardinait, comme il le faisait presque tous les jours. C'est un voisin qui l'a trouvé, effondré près des rosiers, qu'il entretenait avec tant de soin depuis des décennies, et qui a immédiatement appelé les secours. J'ai reçu l'appel de Stéphane environ 2 heures après l'événement, alors que papa était déjà transporté au CHU de Bordeaux et pris en charge par le service de neurologie. J'ai pris le premier train disponible pour Bordeaux, arrivant en fin de journée, pour découvrir mon père dans un état stabilisé, mais gravement affecté. Une hémiplégie du côté gauche, des difficultés d'élocution et une fatigue extrême qui rendait toute communication complexe et fragmentée. Ce trajet en TGV, habituellement synonyme de 3 heures tranquilles, où je pouvais lire ou préparer des dossiers, s'est transformé ce jour-là en une attente interminable, ponctuée d'appels à l'hôpital pour obtenir des nouvelles, de messages échangés avec Stéphane, qui me tenait informé par bribes, avec cette économie de mots typique des situations de stress où personne ne sait vraiment comment formuler l'inquiétude sans l'aggraver. Les premiers jours à l'hôpital ont été marqués par une inquiétude partagée entre nous trois, une forme de solidarité familiale spontanée qui, avec le recul, contraste violemment avec ce qui allait se passer dans les semaines suivantes. C'est environ 10 jours après l'AVC, alors que mon père était transféré dans un service de rééducation, que les premières discussions sur l'avenir juridique et patrimonial de papa ont commencé. Le médecin du service de rééducation avait clairement indiqué que, compte tenu des séquelles cognitives associées à l'AVC, notamment des difficultés de jugement et de compréhension des enjeux complexes, une mise sous protection juridique, probablement une curatelle renforcée ou une tutelle selon l'évolution, serait nécessaire pour gérer ses affaires, son patrimoine et ses décisions de vie quotidiennes. Cette annonce médicale, bien que difficile à entendre, était compréhensible, et je n'avais aucune objection de principe à l'idée qu'une protection juridique soit mise en place. Ce qui a commencé à créer des tensions, c'était la manière dont Stéphane a immédiatement pris en charge l'ensemble des démarches administratives et juridiques nécessaires, en consultant un avocat spécialisé en droit de la famille dès la 2e semaine suivant l'AVC, sans jamais me proposer d'être associé à ce choix d'avocat, ni même de participer aux premières consultations. Si vous avez déjà vécu une situation où une urgence médicale familiale a révélé, presque brutalement, des dynamiques de pouvoir préexistantes dans votre famille, écrivez-le dans les commentaires. Je pense que beaucoup d'entre nous vivent des choses similaires, sans toujours avoir les mots pour les décrire. Je suis retournée à Lyon après 10 jours passés à Bordeaux, devant reprendre mon activité professionnelle, mon cabinet de kinésithérapie ayant des patients qui dépendaient de mes soins réguliers, notamment plusieurs personnes âgées en rééducation post-opératoire pour qui une interruption prolongée du suivi aurait été préjudiciable. Cette nécessité de rentrer à Lyon, bien que parfaitement justifiée professionnellement, a été utilisée par la suite, je le comprends maintenant avec le recul, comme un argument implicite pour justifier mon exclusion progressive des décisions concernant papa. Dans les semaines qui ont suivi mon retour à Lyon, je suis restée en contact quotidien avec l'hôpital, avec mon père quand son état le permettait, et j'ai tenté, à plusieurs reprises, de rester informée des démarches juridiques en cours auprès de Stéphane. Chaque appel suivait le même schéma. Des réponses vagues, des « on verra ça plus tard »,
D. C'est compliqué à expliquer par téléphone, qui, cumulé, créait une impression croissante d'être tenu délibérément à l'écart d'informations essentielles. C'est environ 3 semaines après l'AVC que j'ai appris, par une conversation avec mon père lui-même, qui malgré ses difficultés d'élocution avait réussi à articuler cette information de manière suffisamment claire pour que je la comprenne, qu'une réunion était prévue avec le juge pour décider de qui s'occuperait de ses affaires. Papa ne savait pas la date exacte, mais l'information suffisait à m'alarmer. Une procédure judiciaire de tutelle était en cours, et personne ne m'avait officiellement informé de son existence ni de son calendrier. J'ai immédiatement appelé Stéphane pour obtenir des précisions. Il m'a confirmé, avec une certaine réticence perceptible dans sa voix, qu'un conseil de famille était effectivement prévu dans le cadre de la procédure de protection juridique et que la date serait bientôt fixée. Je lui ai demandé explicitement d'être tenu informé de cette date dès qu'elle serait connue, précisant que je souhaitais absolument y participer, en tant que fille aînée et partie prenante légitime de toute décision concernant notre père. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé, par prudence professionnelle plus que par calcul stratégique initial, à documenter systématiquement mes échanges avec Stéphane concernant cette question. Cette habitude de documentation, qui allait s'avérer absolument cruciale dans les mois suivants, provenait directement de ma pratique professionnelle. En tant que kinésithérapeute libérale, j'ai l'habitude de tenir des dossiers patients rigoureux avec des notes datées pour chaque consultation, une pratique qui, sans que je le sache encore, allait devenir mon arme la plus précieuse dans le conflit à venir. J'ai envoyé un premier mail à Stéphane, environ une semaine après cette conversation téléphonique, réitérant par écrit ma demande d'être informé de la date du conseil de famille et proposant explicitement 3 créneaux de disponibilité au cours du mois suivant, précisant que je pouvais me libérer de mon cabinet avec un préavis raisonnable pour n'importe laquelle de ces dates. Je n'ai reçu aucune réponse à ce mail dans les jours qui ont suivi. Une semaine plus tard, n'ayant toujours pas de nouvelles, j'ai envoyé un second mail, plus insistant, cette fois en mettant également Isabelle en copie, espérant que cette double sollicitation susciterait une réponse plus rapide. Isabelle m'a répondu brièvement, disant qu'elle laissait Stéphane gérer ses aspects. Une réponse qui, avec le recul, révélait déjà la dynamique problématique qui allait se confirmer par la suite. Isabelle se déchargeait entièrement sur Stéphane pour toutes les questions administratives et juridiques, ce qui lui permettait, en pratique, de ne jamais être directement responsable des décisions d'exclusion qui allaient suivre, tout en bénéficiant tacitement. J'ai également tenté, durant cette même période, de contacter directement Isabelle par téléphone, espérant qu'une conversation avec elle, en dehors de l'intermédiaire de Stéphane, pourrait débloquer la situation. Cette conversation, qui a duré à peine 7 minutes selon mes notes, m'a laissé avec une impression amère. Isabelle semblait sincèrement mal à l'aise avec la situation, mais répétait, comme un mantra qu'elle avait dû se répéter à elle-même pour apaiser sa propre conscience, que Stéphane s'occupe de tout. C'est plus simple, il connaît mieux les démarches. Cette délégation totale de responsabilité, qui aurait pu sembler anodine dans un contexte différent, prenait ici une dimension plus troublante. Elle lui permettait de bénéficier des décisions prises sans jamais avoir à en assumer la responsabilité directe. Face à ce silence persistant, j'ai décidé d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à Stéphane, une démarche plus formelle que je choisissais délibérément pour créer une trace incontestable de mes tentatives de communication. Dans cette lettre, datée et conservée en copie, je réitérais ma demande d'être informé de la date du conseil de famille, proposais de nouveau 3 dates de disponibilité et précisais explicitement que je considérais ma participation à cette réunion comme un droit fondamental en tant que fille de Bernard Rousseau et partie prenante de sa protection juridique. Si vous avez déjà eu besoin de recourir à des lettres recommandées ou à des preuves écrites juste pour être entendu dans votre propre famille, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes vivent ce genre de situation où la parole ne suffit plus et où il faut, malheureusement, se protéger avec des preuves formelles. Dites-le dans les commentaires si cela vous parle. L'accusé de réception de cette lettre recommandée m'est revenu 10 jours plus tard,
confirmant que Stéphane l'avait bien reçu et signé personnellement. Malgré cela, je n'ai reçu aucune réponse écrite ni téléphonique de sa part concernant la date du conseil de famille. J'ai continué à l'appeler régulièrement, tentant de maintenir un contact pour obtenir cette information essentielle, et nos conversations téléphoniques, dont je notais systématiquement la date et la durée approximative dans un carnet dédié, tournaient toujours autour du même schéma. Des réponses évasives, des promesses de revenir vers moi qui ne se concrétisaient jamais. Cet appel restera gravé dans ma mémoire pour de nombreuses raisons, la principale étant l'effort visible qu'il représentait pour mon père, dont l'élocution restait fortement affectée par les séquelles de l'AVC. Chaque mot semblait lui coûter un effort physique considérable, et pourtant il avait tenu à me communiquer cette information par lui-même, peut-être parce qu'il pressentait, avec cette intuition parentale qui ne disparaît jamais complètement, que quelque chose n'allait pas dans la manière dont les choses se déroulaient entre ses enfants. C'est finalement par un appel de mon père lui-même, environ 6 semaines après son AVC, que j'ai appris que le conseil de famille avait déjà eu lieu, la semaine précédente, sans que j'y sois conviée ni même informée que la date avait été fixée. Papa, avec ses capacités de communication encore limitées mais suffisantes pour transmettre cette information essentielle, m'a dit, dans une phrase courte mais dévastatrice, « Ils ont décidé, sans toi ». Le choc de cette révélation a été immense. Non seulement j'avais été exclue d'une réunion cruciale concernant l'avenir juridique et patrimonial de mon propre père, mais cette exclusion s'était produite malgré mes multiples tentatives documentées pour être informée et associée au processus. J'ai immédiatement appelé Stéphane pour comprendre ce qui s'était passé, et sa réponse, glaciale et presque désinvolte, m'a laissé sans voix. « On a essayé de te joindre, mais tu n'étais jamais disponible. » On ne pouvait pas retarder indéfiniment la procédure. Le juge avait fixé un délai. Cette affirmation que je n'étais jamais disponible contredisait frontalement l'ensemble de mes tentatives documentées de communication. Les mails, les appels téléphoniques répétés, la lettre recommandée avec accusé de réception. J'ai confronté Stéphane directement sur cette contradiction, lui rappelant précisément mes 3 propositions de date écrites. Ma lettre recommandée, dont il avait personnellement signé la réception. Il a alors changé de discours, affirmant que c'était compliqué, que les délais du tribunal ne permettaient pas d'attendre, et que de toute façon, ce qui était fait était fait. Si vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire qu'il avait essayé de vous joindre alors que vous aviez des preuves formelles du contraire, vous savez à quel point ce genre de mensonge éhonté peut être déstabilisant. Écrivez dans les commentaires si vous avez vécu une expérience similaire. Et abonnez-vous, parce que cette histoire est loin d'être terminée. J'ai demandé à Stéphane de me communiquer une copie du procès-verbal de cette réunion, un document que je savais devoir exister dans le cadre d'une procédure formelle devant le juge des tutelles. Il m'a répondu qu'il ne l'avait pas sous la main, qu'il fallait qu'il vérifie avec l'avocat, des excuses qui, après plusieurs relances, restaient sans réponse concrète pendant près de 2 semaines, ont fini par éveiller mes soupçons les plus sérieux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de consulter moi-même un avocat, indépendamment de celui que Stéphane avait choisi pour gérer la procédure de tutelle de papa. J'ai contacté maître Sylvie Berthaud, une avocate spécialisée en droit de la famille et droit des personnes vulnérables, recommandée par une amie qui avait traversé une situation similaire quelques années auparavant avec sa propre famille concernant la tutelle d'une tante âgée. Je me souviens de cette première rencontre avec maître Berthaud dans son cabinet du centre-ville de Lyon. Un espace lumineux et rassurant qui contrastait avec l'anxiété que je ressentais en m'y rendant. Elle m'a d'abord écoutée, sans m'interrompre, pendant près de 20 minutes, pendant que je lui exposais l'ensemble de la situation, chronologiquement, avec les documents que j'avais déjà commencé à rassembler. Sa réaction, une fois mon récit terminé, a été rassurante sans être complaisante. Vous avez bien fait de documenter chaque étape. C'est exactement ce type de rigueur qui va nous permettre d'agir efficacement. Maître Berthaud, dès notre premier entretien, m'a expliqué avec précision le cadre juridique applicable au conseil de famille dans le contexte d'une procédure de tutelle
ou de curatelle. Elle m'a confirmé ce que je pressentais confusément. Un conseil de famille, dans ce contexte spécifique, n'est pas une simple réunion privée entre proches, mais une instance encadrée par le Code civil, généralement présidée par le juge des tutelles ou tenue sous son autorité directe, avec un formalisme précis concernant la convocation de tous les membres ayant qualité pour y participer, et avec un procès-verbal officiel qui doit être versé au dossier judiciaire. Elle m'a également expliqué que si je pouvais démontrer que je n'avais pas été régulièrement convoquée à cette réunion, malgré le fait d'avoir qualité pour y participer en tant qu'enfant du majeur protégé, cela pouvait constituer un vice de procédure susceptible d'entraîner l'annulation des décisions prises lors de ce conseil, ou, à tout le moins, leur remise en cause devant le juge. Maître Berthaud m'a conseillé de demander directement au greffe du tribunal d'instance, sans passer par l'intermédiaire de mon frère ou de son avocat, une copie officielle du procès-verbal du conseil de famille, en ma qualité de fille du majeur protégé et partie potentiellement concernée par la procédure. Cette démarche, m'a-t-elle précisé, était un droit que je pouvais exercer directement, sans avoir besoin de l'autorisation de qui que ce soit dans ma famille. J'ai suivi ce conseil et me suis rendue personnellement au greffe du tribunal d'instance de Bordeaux, un mercredi matin, muni de ma pièce d'identité et d'un document attestant de mon lien de filiation avec mon père, un extrait d'acte de naissance que j'avais anticipé de me procurer. La greffière qui m'a reçue, après avoir vérifié mon identité et ma qualité, a accepté de me délivrer une copie certifiée, conforme du procès-verbal du conseil de famille, qui s'était tenu 6 semaines plus tôt. J'ai attendu d'être dans ma voiture, garée sur le parking du tribunal, pour ouvrir l'enveloppe et lire ce document pour la première fois. Mes mains tremblaient légèrement en dépliant les feuilles. Une réaction physique que je n'avais pas anticipée, mais qui témoignait de la tension accumulée pendant des semaines d'incertitude et de frustration. Le parking du tribunal, ce jour-là, était presque vide, à l'exception de quelques voitures garées de manière désordonnée près de l'entrée principale. Il faisait un temps gris et doux, typique des matinées bordelaises de cette période de l'année, et je me souviens du silence particulier de cet instant, brisé seulement par le bruit lointain de la circulation sur le boulevard voisin. J'avais l'impression, en tenant cette enveloppe fermée entre mes mains, de détenir quelque chose de bien plus lourd qu'un simple document administratif. Le document, rédigé dans le style formel typique des actes judiciaires, mentionnait la date de la réunion, la liste des personnes présentes, à savoir Stéphane, Isabelle et l'avocat de la famille, ainsi que le juge des tutelles qui avait présidé la séance. Puis venait la section concernant les membres convoqués mais absents, où mon nom apparaissait, suivi de la mention exacte que j'avais pressentie, sans en avoir encore la certitude formelle. Nathalie Rousseau, fille aînée, non convoquée. Coordonnées disponibles au dossier familial, mais non communiquées au greffe par le représentant de la famille en charge de la procédure. Cette phrase, lue et relue plusieurs fois dans ma voiture ce matin-là, contredisait absolument tout ce que Stéphane m'avait affirmé au téléphone. Il n'avait jamais tenté de me joindre, contrairement à ce qu'il prétendait. Au contraire, c'est lui-même, en tant que représentant de la famille désigné pour organiser la procédure, qui n'avait jamais communiqué mes coordonnées au greffe du tribunal, alors même qu'il les possédait parfaitement, puisque nous avions échangé des dizaines de messages, mails et appels téléphoniques dans les semaines précédentes. Si vous avez déjà eu ce moment de vérité, où un document officiel vient confirmer, noir sur blanc, ce que vous soupçonniez sans pouvoir le prouver, vous savez à quel point ce moment peut être à la fois libérateur et profondément troublant. Dites-le dans les commentaires si cela vous parle. Et n'oubliez pas de vous abonner, parce que la suite de cette histoire va vous montrer comment j'ai utilisé ce document. Muni de cette preuve documentaire irréfutable, je suis retournée voir Maître Berthaud, qui a immédiatement saisi l'importance de cette découverte. Elle m'a expliqué que la mention « non convoquée » plutôt que « absente » constituait un vice de procédure substantiel, parce qu'elle établissait clairement que l'omission de ma participation n'était pas due à mon indisponibilité, mais à une défaillance délibérée ou négligente
dans le processus de convocation, imputable directement à mon frère en sa qualité de représentant familial désigné pour la procédure. Cette distinction juridique entre absente et non convoquée avait des conséquences pratiques considérables. Si j'avais été simplement absente malgré une convocation régulière, les décisions prises lors du conseil de famille resteraient pleinement valides, mon absence relevant alors de ma seule responsabilité. Mais puisque je n'avais jamais été convoquée du tout, alors que j'avais qualité légale pour l'être et que j'avais manifesté explicitement, à plusieurs reprises et par des moyens documentés, ma volonté de participer, cette omission constituait une atteinte à mes droits procéduraux qui rendait les décisions du conseil de famille potentiellement annulables. Maître Berthaud m'a expliqué la marche à suivre. Je devais déposer une requête auprès du juge des tutelles, accompagnée de l'ensemble de mes preuves documentées, les mails, la lettre recommandée avec accusé de réception, l'historique de mes appels téléphoniques et bien sûr le procès-verbal officiel confirmant que je n'avais jamais été convoquée pour demander la révision des décisions prises lors du conseil de famille et éventuellement la tenue d'un nouveau conseil auquel je serais dûment associée. Cette démarche m'a semblé la seule voie possible et légitime, non pas par désir de vengeance ou de conflit avec mon frère et ma sœur, mais parce que je considérais que la protection juridique de mon père, une décision aussi importante que la désignation d'un curateur et l'organisation de la gestion de son patrimoine, méritait d'être prise dans des conditions parfaitement régulières et transparentes, avec la participation légitime de tous les enfants concernés, et non pas de manière unilatérale par deux membres de la famille, excluant délibérément le troisième. La préparation de ce dossier a représenté plusieurs semaines de travail minutieux, pendant lesquelles je passais mes soirées, après mes journées de consultation au cabinet, à rassembler, imprimer, classer et annoter chaque pièce. Maître Berthaud avait insisté sur l'importance d'une présentation chronologique irréprochable, sans aucune ambiguïté possible sur les dates et les enchaînements d'événements, sachant que la partie adverse ne manquerait pas de chercher la moindre faille pour discréditer notre version des faits. J'ai retrouvé, dans mes archives mail, jusqu'aux accusés de lecture automatique que mon logiciel de messagerie avait enregistrés pour certains de mes envois, des détails techniques qui, mis bout à bout, formaient une preuve d'une solidité que je n'avais pas anticipée au départ. Nous avons préparé, avec Maître Berthaud, un dossier complet et méthodique, chronologiquement organisé, retraçant l'intégralité de mes tentatives de communication depuis l'affaissé de mon père jusqu'à la découverte du procès-verbal contredisant les affirmations de Stéphane. Ce dossier incluait également une attestation de mon propre médecin traitant, confirmant qu'aucun empêchement médical ou personnel n'avait pu m'empêcher d'être disponible durant la période concernée. Une précaution que Maître Berthaud jugeait utile pour anticiper toute tentative de justification alternative de la part de mon frère. Une audience a été fixée par le juge des tutelles environ 3 semaines après le dépôt de notre requête, pour examiner la situation et entendre l'ensemble des parties concernées, y compris Stéphane et Isabelle, qui ont été formellement convoqués cette fois-ci, avec accusé de réception en bonne et due forme, une ironie qui ne m'a pas échappé compte tenu de ce qui s'était produit précédemment. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé lors de cette audience décisive et comment ma famille a réagi en découvrant que je détenais la preuve officielle de leur manœuvre, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si elle vous plaît, abonnez-vous. Ça compte vraiment pour la suite de cette chaîne. Je n'avais pratiquement pas dormi la nuit précédente, repassant dans ma tête chaque élément de mon dossier, chaque argument que la partie adverse pourrait avancer, chaque réponse que je devrais peut-être formuler moi-même si le juge me posait directement des questions. Maître Berthaud m'avait pourtant rassuré, la veille au téléphone, en me rappelant que notre dossier était solide, que les faits parlaient d'eux-mêmes, et que mon rôle principal serait simplement de rester calme et factuel, sans céder à l'émotion, même si la confrontation avec mon frère devenait tendue. Le jour de l'audience, je me suis présentée au tribunal d'instance de Bordeaux avec Maître Berthaud, muni de l'intégralité de mon dossier, incluant bien entendu la copie certifiée du procès-verbal du premier conseil de famille. Stéphane et Isabelle étaient juste présents également, accompagnés de leur avocat, Maître Delvaux,
Un homme d'une cinquantaine d'années, dont l'expression dès notre entrée dans la salle d'audience trahissait une certaine tension, comme s'il pressentait déjà que la situation ne jouerait pas en faveur de ses clients. Le juge des tutelles, une femme d'environ 55 ans, au nom de Madame Chastain, a ouvert l'audience en rappelant les faits tels qu'ils lui avaient été présentés dans ma requête, puis a donné la parole à Maître Berthaud pour exposer les éléments de preuve. Ma avocate a présenté, méthodiquement, chaque document du dossier, les mails avec leur date d'envoi, la lettre recommandée avec son accusé de réception signé par Stéphane lui-même, l'historique détaillé des appels téléphoniques et enfin, le document le plus déterminant, la copie certifiée du procès-verbal officiel du conseil de famille, avec sa mention explicite non convoqué. Madame Chastain a examiné attentivement ce dernier document, le comparant visiblement avec le dossier du tribunal qu'elle avait sous les yeux, avant de se tourner vers Stéphane et son avocat. Monsieur Rousseau, pouvez-vous m'expliquer pourquoi les coordonnées de votre sœur, que vous possédiez manifestement puisque vous avez échangé avec elle par mail, par téléphone, et que vous avez personnellement signé la réception d'une lettre recommandée qu'elle vous a envoyée, n'ont jamais été communiquées au greffe pour permettre sa convocation régulière? Le silence qui a suivi cette question, dans cette salle d'audience relativement petite, mais dont l'acoustique amplifiait chaque bruit, chaque hésitation, m'a semblé durer une éternité. Stéphane, dont le visage avait pâli progressivement pendant la présentation de Maître Berthaud, a d'abord tenté une explication vague, évoquant la confusion de la période, l'urgence de la situation médicale de leur père, des justifications qui, face à la précision chronologique et documentaire de notre dossier, sonnaient de plus en plus creuses à mesure qu'il les formulait. Maître Delvaux, sentant sans doute que la position de son client devenait intenable, a tenté d'intervenir pour recentrer la discussion sur l'intérêt supérieur de Bernard Rousseau, argumentant que même si des erreurs procédurales avaient pu se produire, les décisions prises lors du conseil de famille restaient, selon lui, dans l'intérêt du majeur protégé, et que remettre en cause l'ensemble du processus créerait un retard préjudiciable à la mise en place effective de sa protection juridique. Madame Chastain a répondu à cet argument avec une fermeté qui a immédiatement clarifié la position du tribunal sur cette question. Maître, l'intérêt du majeur protégé ne peut jamais justifier une violation délibérée des droits procéduraux de ses enfants légitimes. Un conseil de famille, tenu en excluant sciemment l'un des membres ayant qualité pour y participer, alors que ses coordonnées étaient imparfaitement connues et disponibles, constitue précisément le type de vice de procédure que notre système judiciaire est censé prévenir, justement pour protéger les intérêts de toutes les parties concernées, y compris ceux du majeur lui-même, qui a le droit de bénéficier d'une décision prise dans des conditions parfaitement régulières et transparentes. Si vous avez déjà assisté, en tant que partie ou en tant que témoin, à ce moment où la vérité finit par éclater, dans un cadre officiel, après des semaines de mensonges et de minimisation, vous savez à quel point ce moment peut être à la fois cathartique et profondément troublant. Dites-le dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire. Après cet échange, Madame Chastain a rendu sa décision. Elle a annulé les décisions prises lors du premier conseil de famille, notamment la désignation du curateur qui avait été effectuée sans ma participation, et a ordonné la tenue d'un nouveau conseil de famille, dans un délai de 3 semaines, avec convocation régulière et formelle de l'ensemble des enfants de Bernard Rousseau, moi incluse bien entendu, ainsi que, si nécessaire, d'autres membres de la famille élargie susceptibles d'apporter un éclairage utile sur la situation. Elle a également tenu à préciser, dans une remarque qui m'a semblé particulièrement importante sur le plan symbolique, que le fait que j'ai dû recourir à une procédure judiciaire formelle simplement pour faire valoir mon droit à être associé à une décision concernant mon propre père était regrettable et révélait, selon ses propres termes, une dynamique familiale préoccupante qu'il conviendrait de résoudre en dehors du seul cadre judiciaire, dans l'intérêt de tous, et particulièrement dans l'intérêt de M. Rousseau lui-même, qui a besoin de sérénité familiale plutôt que de conflits prolongés. Cette remarque, bien qu'elle ne fasse pas partie de la décision juridique formelle,
a résonné en moi longtemps après l'audience, parce qu'elle mettait des mots précis sur ce que je ressentais confusément depuis des mois. Le problème n'était pas seulement juridique, il était profondément familial, et aucune décision de tribunal, aussi juste soit-elle, ne pourrait à elle seule réparer la confiance brisée entre nous. Le nouveau conseil de famille s'est tenu 3 semaines plus tard, comme ordonné par le juge, dans les locaux du tribunal, avec cette fois ma présence pleinement effective. L'atmosphère était naturellement tendue, Stéphane évitant mon regard pendant une bonne partie de la réunion, tandis qu'Isabelle, plus mal à l'aise que jamais, semblait chercher à minimiser son propre rôle dans cette affaire en insistant, à plusieurs reprises, sur le fait qu'elle ne s'était jamais occupée des aspects administratifs. Une défense qui, tout en étant factuellement exacte, ne la dédouanait pas entièrement de sa responsabilité morale d'avoir accepté, silencieusement, la marginalisation dont j'avais fait l'objet. Lors de cette réunion, nous avons pu discuter, pour la première fois de manière véritablement collective, des options concernant la protection juridique de notre père, ses besoins réels tels qu'évalués par l'équipe médicale de rééducation, et la meilleure organisation possible pour assurer sa sécurité et son bien-être, tout en respectant, autant que possible, son autonomie résiduelle et ses préférences personnelles, notamment son attachement viscéral à sa maison de Codéran. Nous sommes parvenus, non sans quelques discussions tendues, mais finalement constructives, à un accord équilibré, une curatelle renforcée plutôt qu'une tutelle complète, compte tenu de l'évaluation médicale, qui indiquait que papa conservait une capacité de discernement suffisante pour certaines décisions personnelles malgré ses difficultés de gestion administrative complexes, avec une curatelle partagée entre Stéphane et moi, chacun ayant des responsabilités clairement définies et un droit de regard mutuel sur les décisions importantes. Tandis qu'Isabelle, compte tenu de son souhait explicite de ne pas assumer de responsabilités administratives directes, resterait impliquée dans les aspects plus personnels et affectifs de l'accompagnement de notre père, notamment les visites régulières et le soutien émotionnel. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que la transparence et la documentation sont essentielles pour protéger vos droits dans des situations familiales complexes, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans les mois qui ont suivi cette résolution judiciaire et familiale, la relation avec Stéphane est restée profondément marquée par ce qui s'était passé. Nous avons dû reconstruire, laborieusement, une forme de collaboration fonctionnelle nécessaire pour gérer conjointement la curatelle de notre père. Mais la confiance qui existait auparavant entre nous, bien qu'imparfaite, a été durablement affectée par sa tentative de m'exclure, et surtout par ses mensonges répétés au téléphone concernant ses prétendues tentatives de me joindre. Nous avons eu, environ 2 mois après la seconde audience, une conversation directe et difficile, à l'initiative de Stéphane lui-même, qui m'a proposé de nous voir en tête-à-tête dans un café du centre-ville de Bordeaux, loin de la présence d'Isabelle ou de tout enjeu administratif immédiat. Cette conversation, qui a duré près de 2 heures, a été l'occasion pour lui d'exprimer, avec une sincérité que je n'attendais plus vraiment de sa part, une forme de reconnaissance de ses torts. Il m'a expliqué, sans chercher à minimiser sa responsabilité, mais en tentant néanmoins de me faire comprendre son état d'esprit à l'époque, qu'il s'était senti submergé par l'urgence de la situation médicale de papa, par la pression de devoir prendre des décisions rapides, et qu'il avait, dans cet état de stress intense, cédé à une forme de facilité en gérant les choses seul avec Isabelle, plutôt que d'affronter la complexité supplémentaire de coordonner une décision à trois, avec la distance géographique qui me séparait d'eux. Ce n'est pas une excuse, Nathalie, je le sais, m'a-t-il dit, à un moment de cette conversation qui reste gravée dans ma mémoire. Oh, j'aurais dû te convoquer, j'aurais dû respecter ton droit d'être là. Au lieu de ça, j'ai choisi la facilité, et quand tu as commencé à insister, j'ai paniqué, et j'ai menti plutôt que d'admettre que j'avais fait une erreur. Je suis vraiment désolée. Ces excuses, bien que tardives et venues seulement après l'intervention nécessaire d'un tribunal, ont eu une valeur réelle pour moi. Non pas parce qu'elles effaçaient ce qui s'était passé, mais parce qu'elles représentaient une reconnaissance honnête, sans minimisation ni justification excessive, de ce qu'il avait fait.
J'ai pu lui répondre avec une sincérité égale que je comprenais le stress et la pression qu'il avait pu ressentir face à l'urgence médicale, mais que rien ne justifiait le mensonge délibéré qu'il avait maintenu pendant des semaines, prétendant m'avoir contacté alors qu'il savait pertinemment que ce n'était pas le cas. Avec Isabelle, la reconstruction a été plus lente et plus complexe, en partie parce qu'elle n'a jamais formulé d'excuses aussi directes que celle de Stéphane, préférant maintenir une position de neutralité passive qui, à mes yeux, restait problématique. Nous avons néanmoins retrouvé, progressivement, une capacité à collaborer sur les aspects pratiques concernant notre père, sans pour autant retrouver la proximité qui existait, ou que je croyais exister, avant cette crise. Il y a eu un moment, cependant, quelques mois après la résolution de cette affaire, où Isabelle a fait un geste qui, sans être une reconnaissance explicite de sa responsabilité, m'a semblé porteur d'une forme d'évolution personnelle. Elle m'a appelé un soir, sans raison particulière liée à une décision urgente concernant papa, simplement pour prendre de mes nouvelles. Une démarche qu'elle n'avait pas eue depuis des mois, peut-être même des années, si je réfléchis honnêtement à la fréquence réelle de nos échanges personnels avant toute cette histoire. Au cours de cette conversation, elle a fini par me dire, presque timidement, « Je crois que j'ai laissé Stéphane décider de tout, parce que c'était plus facile pour moi de ne pas avoir à choisir un camp. Mais en faisant ça, j'ai quand même choisi un camp, le sien, contre toi, sans même m'en rendre compte vraiment. » Cette prise de conscience tardive, bien qu'elle ne se soit jamais accompagnée d'excuses formelles et directes comme celle de Stéphane, représentait tout de même un pas vers une forme d'honnêteté que je n'attendais plus vraiment de sa part. Aujourd'hui, 7 mois après l'AVC de mon père, sa situation médicale s'est stabilisée, avec une rééducation qui lui a permis de retrouver une partie de sa mobilité et de sa capacité de communication, bien qu'il reste dépendant, pour certains aspects, de sa vie quotidienne. Ma propre pratique professionnelle a également été affectée par ces mois de tension, d'une manière que je n'avais pas anticipée au départ. Mes patients, ceux avec qui j'ai développé une relation de confiance sur plusieurs mois, voire plusieurs années de suivi kinésithérapique, ont remarqué ma fatigue et mon stress pendant cette période, et certains d'entre eux, notamment une patiente âgée que je suis depuis presque 10 ans pour des problèmes chroniques de dos, m'ont posé des questions bienveillantes sur ce qui se passait. Je n'ai jamais entré dans les détails avec eux, par respect pour la confidentialité de ma vie personnelle, mais leur sollicitude m'a rappelé l'importance d'avoir, en dehors de sa propre famille, un réseau de soutien qui ne dépend pas des dynamiques de pouvoir complexes qui peuvent parfois gangrener les relations les plus proches. La curatelle partagée entre Stéphane et moi fonctionne, non sans quelques frictions occasionnelles, mais avec une transparence beaucoup plus rigoureuse qu'auparavant. Nous avons mis en place un système de communication écrite systématique, un tableau partagé en ligne où chaque décision, chaque dépense, chaque rendez-vous médical est consigné et accessible à nous deux en temps réel, une solution que j'ai proposée directement en m'inspirant de mes propres pratiques professionnelles de documentation rigoureuse. Papa, malgré ses difficultés persistantes, a pu retourner vivre dans sa maison de Codéran, avec une aide à domicile renforcée, une décision qui a fait consensus entre nous trois une fois que nous avons enfin pu discuter ouvertement, dans le cadre du nouveau conseil de famille, de ce qui comptait vraiment pour lui et de la manière de concilier sa sécurité avec son attachement profond à son lieu de vie. Je me souviens de la première fois où je suis retournée le voir dans cette maison. Après son retour, quelques semaines après la seconde audience. Il était assis dans son fauteuil habituel, près de la fenêtre du salon, celle qui donne sur le jardin où il avait fait sa chute, et malgré la fragilité persistante de son élocution, il a réussi à me dire, avec une clarté qui m'a bouleversée, « Tu es venu. Je savais que tu viendrais toujours. » Cette phrase simple, prononcée avec l'effort que je connaissais désormais bien, résumait pour moi tout l'enjeu de ces derniers mois. Non pas seulement une bataille juridique sur des procédures et des documents, mais une affirmation profonde de ma place légitime dans la vie de mon père. Une place que personne, pas même mon propre frère, n'avait le droit de m'enlever. Papa a également, dans les semaines suivantes, exprimé à plusieurs reprises, dans la mesure de ses capacités de communication, sa satisfaction de voir ses 3 enfants retrouver une forme de collaboration, même imparfaite, autour de sa situation. Un dimanche,
Alors que nous étions réunis tous les quatre pour un déjeuner, une habitude que nous avions reprise progressivement depuis la résolution du conflit, il a levé son verre d'eau, gauchement, avec sa main encore partiellement affectée par les séquelles de l'AVC, et a dit, dans une phrase entrecoupée mais parfaitement compréhensible, « Content de vous voir ensemble. C'est tout ce qui compte. » Ce moment, simple et sans emphase particulière, a représenté pour moi une forme de guérison familiale que ni le tribunal ni les documents n'auraient pu accomplir seuls. J'ai conservé, précieusement, l'ensemble des documents de cette période. Les mails, la lettre recommandée, avec son accusé de réception, et bien sûr la copie certifiée du procès-verbal du premier conseil de famille, avec cette mention déterminante « non convoqué », qui a fait toute la différence entre une exclusion silencieusement acceptée et une injustice formellement corrigée. Je garde ces documents non par rancune, mais parce qu'ils représentent, pour moi, une leçon essentielle sur l'importance de connaître ses droits et de savoir les documenter, même dans un contexte familial où l'on voudrait naturellement faire confiance sans avoir besoin de preuves. J'ai aussi appris, à travers cette épreuve, quelque chose sur moi-même que je n'avais peut-être jamais pleinement reconnu auparavant. Ma capacité à rester méthodique et rigoureuse, même dans les moments de plus grande détresse émotionnelle. Cette rigueur professionnelle que j'exerce quotidiennement dans mon cabinet, cette habitude de tout documenter, de tout dater, de ne jamais me fier uniquement à la mémoire ou à la parole donnée, s'est révélée être exactement l'outil dont j'avais besoin pour faire face à une situation où ma propre famille tentait de réécrire la réalité à mon détriment. Je ne l'avais jamais envisagée comme une force particulière avant cette épreuve, la considérant simplement comme une compétence professionnelle parmi d'autres, mais elle s'est avérée être la clé qui a permis de rétablir la vérité et de protéger, in fine, les intérêts légitimes de mon père autant que les miens. Voici ce que cette histoire m'a appris. La distance géographique ne diminue jamais la légitimité de votre place dans les décisions familiales importantes, et personne n'a le droit de l'utiliser comme prétexte pour vous exclure d'un processus qui vous concerne directement. Dans le cadre spécifique d'une tutelle ou d'une curatelle, un conseil de famille est un acte judiciaire encadré, pas une simple réunion informelle que l'on peut organiser à sa guise, en excluant qui l'on souhaite. Et surtout, la différence entre « absente » et « non convoquée » n'est pas qu'une nuance sémantique. C'est la différence entre accepter une responsabilité qui vous incombe et révéler une défaillance imputable à quelqu'un d'autre. Si un jour on vous dit que vous étiez absent d'une réunion importante, alors que vous savez, avec certitude, avoir manifesté votre volonté d'y participer, n'acceptez jamais cette version sans vérifier, par vous-même et par les voies officielles appropriées, ce que disent réellement les documents. Ne vous laissez jamais convaincre que votre parole, seule, ne pèse pas assez face à celle de quelqu'un d'autre dans votre famille, surtout quand vous disposez de preuves tangibles pour appuyer votre version des faits. La vérité administrative, quand elle existe sous forme écrite et archivée, ne ment jamais, même quand les personnes autour de vous choisissent de le faire. C'est mon histoire. Une exclusion déguisée en absence, un procès-verbal officiel qui disait la vérité que ma famille voulait cacher, et une audience où j'ai enfin pu poser, sur la table, le document qui rendait indéfendable leur version des faits. Si cette histoire vous a rappelé que vos droits ne dépendent jamais de la distance qui vous sépare de ceux qui voudraient décider à votre place, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.